Aujourd'hui, toujours sur notre vaisseau planète Terre, nous redescendons sur Terre et nous allons nous rapprocher de notre espèce humaine, et interroger sa responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'espèce dominante, mais aussi dominatrice et prédatrice, de ses responsabilités. Et de ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble du règne, du vivant, des animaux en particulier, mais aussi vis-à-vis de sa propre espèce, de ses propres enfants, des générations futures. On va donc commencer la journée par une première table ronde qui va être animée par Jocelyn Morisson sur comment se penser en tant qu'être humain au milieu de la nature. Alors, Jocelyn, il est à la fois journaliste dans de nombreux magazines, dont Inexploré et Nexus, qui sont en vente chez notre libraire. Tu es aussi auteur du fameux livre L'ultime convergence. Quelle spiritualité pour éviter le chaos? Très d'actualité, fantastique. Et puis tu t'intéresses d'une façon générale à tout ce qui est phénomène inexpliqué. Voilà. Je te laisse accueillir tes invités. Valérie Cabane est juriste en droit international spécialisée dans les droits de l'homme et le droit humanitaire, et aujourd'hui aussi dans le droit de la terre, on peut dire. Vous avez mené un combat sur ce terrain-là, en quelque sorte. On parle aujourd'hui de droit pour les animaux, on parle aussi de droit pour la nature, de droit pour la terre. Vous êtes engagée dans ce combat depuis quelques années, Valérie. Comment peut-on expliquer que ces notions aujourd'hui aient un sens, en fait, que la nature elle-même ait des droits, que la terre ait des droits, que les animaux aient des droits? On le comprend peut-être plus facilement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche, cette réflexion? Alors, c'est pas un combat, parce que si effectivement aujourd'hui l'écosystème Terre est mal en point, au point effectivement que la vie, telle que nous la connaissons depuis 10 500 ans, est menacée par les activités de l'homme, les activités industrielles, cette violence que subit l'écosystème Terre, je crois qu'on ne peut pas la combattre par la violence. On ne résout pas le problème de la violence par la violence. Donc ce n'est pas un combat, c'est un engagement. Avant de commencer, avant de comprendre en fait pourquoi c'est intéressant de faire évoluer le droit n'est qu'un reflet de notre niveau de conscience à un moment donné. Donc il n'a d'intérêt que justement pour dresser finalement des règles communes de façon à vivre mieux et à vivre en harmonie les uns avec les autres. Je crois qu'il est important de comprendre que la prise de conscience sur le fait que l'humanité a voulu trop, en tout cas l'humanité occidentale, a voulu trop dominer le vivant, le maîtriser, l'exploiter à outrance, me fait penser à cette époque, en 1972, le premier sommet de la Terre, où les premières alertes ont été énoncées, et on voit aujourd'hui que nous n'avons pas beaucoup avancé depuis. Je me réfère à une citation de Claude Lévi-Strauss que je trouve très, très belle et qui, pour moi, est un bon point de départ pour vous expliquer ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il nous disait, au lendemain du sommet de la Terre, on a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. Jamais mieux qu'au terme des 4 derniers siècles de son histoire, l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, il ouvrait un cercle maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer, au profit de minorités toujours plus restreintes, le privilège d'un humanisme corrompu, aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre son principe et sa notion. Je crois que tout est dit dans cette
phrase de Claude Lévi-Strauss, aujourd'hui nous percevons comme des électrons libres. Nous vivons littéralement hors sol et notre droit occidental est un droit qui est lui-même complètement anthropocentré. C'est un droit qui ne reconnaît finalement que la dignité de l'homme, en tout cas c'était son objectif principal au départ, par le biais de la reconnaissance des droits humains, et distingue l'humanité finalement de tout le règne vivant, de tous les écosystèmes sur Terre, et se préoccupe de son confort, de son progrès, de sa dignité. Et puis malheureusement, depuis les années 70, je dirais que le droit se préoccupe d'abord et avant tout des intérêts des multinationales, reléguant au second plan les droits humains. Sauf que nous le savons aujourd'hui, je ne vais pas vous en faire une démonstration pendant 1 heure, cet écosystème absolument extraordinaire dans lequel nous vivons, cette vie absolument époustouflante par son ingéniosité et par sa beauté, est véritablement menacée par le changement climatique, par l'érosion de la biodiversité. Nous sommes rentrés dans une 6e extinction des espèces, de façon très formelle. Nous avons perdu 60% des vertébrés sur Terre en moins de 40 ans. Ça devient aujourd'hui véritablement une question de survie pour tous, pour nous, l'humanité, mais bien évidemment pour tous les êtres vivants, parce que un changement climatique à plus 4, plus 5 degrés menace véritablement cette ère dans laquelle nous étions, qui est l'ère de l'Holocène depuis 10 700 ans. Alors, des fois, je me pose la question par rapport à cette histoire de la tour de Babel dans la Bible, qui nous dit que, par orgueil, l'humanité a perdu une langue commune, cette langue adamique, parce que voilà, elle voulait être trop dominante, elle était trop orgueilleuse. De quelle langue s'agit-il ? Je crois que nous avons perdu le langage du vivant. Le langage, logos, du grec, le vivant, le bios, le bio. Nous avons perdu le sens du biologique. Et nous avons besoin aujourd'hui de descendre de ce piédestal, nous avons besoin de comprendre que nous sommes interdépendants des autres espèces, que nous ne pouvons pas graviter de façon autonome au sein de tous ces écosystèmes. Lao Tse disait « Le tout est plus que la somme des parties. Nous sommes tous indispensables, humains, animaux, végétaux, l'air, l'eau, les glaciers, les pôles, les océans. Il n'y a pas de hiérarchie à trouver dedans, ni par une interprétation biaisée de ce que nous appelons la chaîne alimentaire et du fait d'être prédateur ou proie, car chacun est nécessaire et chacun s'autorégule en fonction d'un système global qui doit effectivement être maintenu. Et maintenu par quoi ? Maintenu finalement par une forme de confiance. Nous devons faire confiance au fait que la nature est une horloge extrêmement bien huilée, et de croire que l'humain est capable de la maîtriser, voire de la servir, a été notre plus fondamentale erreur. Alors, voilà, passer d'un état de homo hierarchicus et redevenir terrestre, redevenir un homo natura, c'est pour ça que j'ai effectivement intitulé mon livre de cette manière-là, pour nous est un vrai challenge aujourd'hui. Et c'est vrai que les peuples ancestraux, les peuples premiers et ceux qui vivent encore aujourd'hui dans des territoires suffisamment grands pour pouvoir maintenir leurs moyens d'existence, nous apprennent encore et toujours les règles qui nous permettent de vivre en harmonie avec les autres êtres vivants. Et puis la science elle-même nous démontre que ces peuples ont d'une part, d'une façon intuitive, par une communication directe avec les différents éléments du vivant, compris énormément de concepts scientifiques que nous découvrons aujourd'hui. Et puis, ce que je trouve fascinant, c'est que nous nous définissons souvent, nous, hommes modernes, comme des êtres de technologie, comme des êtres de culture. Or, la technologie, aujourd'hui, est un concept qui peut se retrouver finalement dans de nombreuses autres cultures, en particulier les cultures animales. Je vous raconte par exemple les mésanges.
On a découvert en 1947 qu'elles étaient capables, vous savez, les bouteilles de lait que l'on pose devant les portes en Angleterre, elles avaient des opercules de couleurs différentes selon qu'elles étaient du lait entier ou du lait écrémé. Et les mésanges ont été capables très très rapidement de percer l'opercule de la couleur du lait entier. Elles avaient tout à fait repéré lequel des laits était le plus riche. On a ensuite découvert, par exemple, que, à travers une expérience avec des macaques, que quand, et ça rejoint l'idée d'unus mundus de Jung, de conscience collective globale qui va au-delà de l'humanité, qui est que quand des macaques apprennent, tout d'un coup découvrent une technique, par exemple, pour laver des patates douces dans l'eau, à des centaines de kilomètres de là, d'autres macaques se mettent à faire la même chose. Et c'est pareil pour nous. Quand nous découvrons quelque chose à Paris, ça fait 300 ans que des chercheurs cherchent une solution, dans les 15 jours, vous pouvez être sûr qu'au Japon, nous allons le découvrir aussi. Et quand on se réfère justement à cette magie de l'inconscient collectif, on se dit qu'on est tous extrêmement puissants pour faire changer les choses et pour faire évoluer cette conscience. Et puis, quand on parle de langage, là aussi, on nous dit, oui, il n'y a que les hommes qui parlent. Mais qu'est-ce que c'est que le langage ? Est-ce que le langage symbolique des abeilles n'est pas un langage ? Est-ce que quand un groupe de baleines de la côte est d'Australie, qui a son propre dialecte, rencontre un groupe par inadvertance de la côte ouest, et que l'on découvre que ce groupe de la côte ouest se met à parler le dialecte, et donc a appris le dialecte d'un autre groupe de baleines, ce n'est pas du langage, ce n'est pas de la culture, ce n'est pas de l'intelligence. Et que dire de ces éléphants qui mènent des rituels, des cérémonies quasiment, sur le lieu où ils ont perdu leur grand-mère dans la transhumance de l'année passée. Je crois qu'on a beaucoup de choses à réapprendre. Je dis bien réapprendre parce que nous le savions ancestralement. Et là aussi, la science nous démontre que cela va au-delà bien des animaux, puisque les végétaux eux-mêmes, puisque les arbres, aujourd'hui, nous le savons, communiquent entre eux. Nous savons que les arbres émettent des signaux électriques 3 à 4 jours avant un tremblement de terre au Japon. Nous savons que les plantes ont une réaction électrique face à l'agressivité ou face à la violence que l'on peut émettre, non pas sur elles, mais sur les autres, voire même se rétractent quand on les approche de notre propre bouche. Alors pour moi, c'est une étape nécessaire de comprendre cela pour en arriver justement à vous faire comprendre l'intérêt de reconnaître des droits au règne vivant, et pas seulement, quand je parle de vivant, je parle des droits à tous les types d'écosystèmes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour les peuples autochtones, les peuples ancestraux, ce qui est vivant, ce qui est animé, ce qui a de l'anima, ce n'est pas seulement les plantes, les végétaux et les humains. C'est les roches, c'est les étoiles. Tout ce qui existe, quelque part, est connecté aux autres et est vivant dans le sens où il rayonne, il a un esprit, il a quelque chose à enseigner aux autres. Donc une pierre peut être une enseignante, par exemple. Et c'est ce qui a amené certains peuples, aujourd'hui, je vais commencer par celui dont on ne parle jamais, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Ils ont eu, lors de l'accord de Nouméa, la possibilité de réécrire leur code de l'environnement. Et les Kanaks ont inscrit dans leur propre code de l'environnement, article 113, le principe unitaire de vie. Et ils ont décidé qu'ils allaient donner une personnalité juridique à des éléments de la nature, à des forêts, à des rivières, mais aussi à des animaux totémiques. Parce que pour eux, l'animal totémique, le totem, est porteur d'un esprit. Et à l'image de la Nouvelle-Calédonie, nous avons aujourd'hui dans le monde des pays qui reconnaissent justement cette personnalité juridique à des écosystèmes. Les seuls sujets de droit que nous connaissons aujourd'hui en droit occidental sont les humains, et encore des humains vivant là, maintenant, et adultes. Un enfant doit être représenté, mais un enfant à naître, l'enfant de demain, les générations futures, ne sont même pas des sujets de droit aujourd'hui dans notre droit. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir de principes préventifs pour pouvoir préserver le vivant, pour pouvoir préserver la nature et préserver la santé des générations futures. Alors, en Nouvelle-Zélande, une rivière, par exemple, grâce aux Maoris, aujourd'hui est devenue une personne. Son parc autour, sa forêt, et la montagne et le cratère où elle prend sa source sont devenus des personnes et peuvent défendre leur intérêt à exister en justice.
En Inde du Nord, le Gange et la Yamuna, donc un fleuve et son affluent, sont aussi devenus des entités juridiques, des personnes qui peuvent défendre leur intérêt à exister en justice. Mais aussi les glaciers, les jungles, les marais, les prairies de tout cet état himalayen. En Australie, une rivière, grâce au peuple Birajung, la rivière Yarra, est devenue une personne. Et en Colombie, c'est les juges de la Cour suprême qui ont décidé que l'Amazonie, aujourd'hui, serait reconnue comme une personne et pourrait défendre son intérêt à exister, dans le but justement de pouvoir préserver la vie des générations futures. Et des pays sont allés encore plus loin, ils ont reconnu des droits à la nature en général. Je rentre d'Équateur où nous venons de fêter les 10 ans de la Constitution équatorienne qui reconnaît les droits de la Pachamama, les droits de la nature, comme ça s'est fait 2 ans plus tard en Bolivie, comme ça se fait depuis 1 an au Brésil, dans le district de la ville de Mexico, et dans 35 municipalités aux États-Unis qui ont reconnu les droits de la nature et qui ont pu se protéger de projets industriels grâce à cela. Je vous le raconte parce que nous n'en entendons jamais parler, mais c'est une révolution juridique et philosophique qui est en cours et dans laquelle je crois que nous devons aujourd'hui nous inscrire pour véritablement essayer de renverser cette relation que nous avons de prédateur, mais un prédateur qui n'a pas compris qu'il était partie d'un écosystème, mais qu'il était bien un animal comme les autres, un élément de la nature comme les autres. Et je vais finir sur les animaux, puisque en fait, la première fois où nous avons commencé à entendre parler des droits de la nature, c'était finalement à travers le concept du droit animal. Il y a plusieurs types de concepts à ce niveau-là, et je voudrais clarifier les choses. Dès 1999, par exemple, la Nouvelle-Zélande a reconnu les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans comme des personnes. Et donc, ils sont devenus des sujets de droit et peuvent défendre leurs intérêts en justice comme les humains. En Espagne, ça s'est fait dès 2008. En Inde, ça a été les dauphins, tous les cétacés, qui ont retrouvé leur liberté totale en reconnaissant aux dauphins le droit à exister et à ne plus être mis en captivité. Et puis dernièrement, toujours dans le même état en Inde, la Cour a reconnu tout le règne animal comme une entité juridique distincte. Mais vous voyez bien que là, nous parlons de donner des droits à des espèces, c'est-à-dire leur droit à exister dans le cercle de vie, dans la communauté de vie, comme disait Thomas Berry, ce prêtre chrétien qui avait aussi compris que nous étions tous des parts d'une communauté de vie et que nous devions retrouver notre lien originel avec Gaïa. C'est un sujet qui est assez différent du sujet que nous abordons beaucoup en France, qui est la notion de bien-être animal. Le fait de reconnaître que l'animal est un être sentient et de lui donner des droits à ne pas souffrir, ce n'est pas tout à fait la même chose que de reconnaître le droit d'une espèce à exister et à défendre son droit à exister pour elle-même en justice. Je ne sais pas si vous distinguez les choses, mais c'est important pour moi d'aller au-delà de ce que l'on demande aujourd'hui, au-delà de simplement vouloir éviter que l'animal souffre. Il nous faut aujourd'hui reconnaître le droit à tous les animaux, en tant qu'espèces, à participer à cette communauté de vie. En France, les choses ont avancé grâce, par exemple, en 2015, à un travail qui a été fait en commun sous la direction de Corinne Lepage sur une déclaration des droits et des devoirs de l'humanité, c'est-à-dire poser le fait que l'humanité a des devoirs par rapport aux générations futures et par rapport aux autres êtres espèces vivantes sur Terre. Ça a été une première étape qui me paraissait très importante pour que l'Occident commence à comprendre le fait qu'il devait sortir d'un droit trop anthropocentré et trop figé dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas la dimension intergénérationnelle en compte. Et enfin, aujourd'hui, j'essaye d'œuvrer pour que progressivement, même en France, nous puissions aller vers la reconnaissance des droits de la nature, qui soit un droit inclusif, protecteur des droits humains, et qu'au final, le droit commercial, le droit des multinationales, le droit véritablement de piller la terre, soit un droit qui soit beaucoup plus conscrit, beaucoup plus régulé, et que ceux qui sont responsables aujourd'hui de la dégradation des conditions de vie sur Terre puissent être pénalement responsables s'il le faut. C'est une nécessaire avancée
juridiques pour pouvoir justement retrouver notre place au sein de cette communauté de vie et réapprendre à vivre en harmonie avec le vivant. Merci. Merci.